Bonjour, merci de nous rejoindre sur TV78 pour cette nouvelle édition de votre journal du week-end. Nous revenons ensemble sur les principaux faits du jour et les sujets qui ont marqué cette semaine. Voici le sommaire. Un nouveau souffle pour le centre-ville de Trappes, c'est en tout cas le souhait de la municipalité qui vient de signer avec l'État une nouvelle convention à la clé des subventions pour les 5 ans à venir. L'université des mairies se tenait cette semaine à Port-Marly. Le président du Sénat, Gérard Larcher, est venu les rencontrer, mais aussi les assurer de son soutien face aux décisions de l'État, notamment sur la taxe d'habitation. Et comme chaque vendredi, le point sur l'actualité de la semaine, les principaux sujets abordés par la rédaction, ce sera en seconde partie de magazine. Nous irons aussi, avec nos confrères de Via Grand Paris, faire le point sur l'actualité dans le reste de l'Île-de-France. Trappes fait donc officiellement partie du dispositif Action Cœur de Ville. La commune a signé ce mardi 9 octobre avec l'État et l'ensemble de ses partenaires une nouvelle convention. Un document qui a pour objectif d'aider 222 villes en France à hauteur de 5 milliards d'euros pour redynamiser les centres-villes. Explication Michael Elmidoro. Trappes fait officiellement partie du dispositif Action Cœur de Ville. La commune a signé ce mardi 9 octobre avec l'État et l'ensemble de ses partenaires la convention. Le document a pour objectif d'aider 222 villes en France à hauteur de 5 milliards d'euros pour redynamiser les centres-villes. Une ville qui n'a plus de cœur, en fait, c'est une ville qui meurt. Donc on a besoin d'aider les collectivités, d'aider les partenaires à ce que le cœur de la ville batte à nouveau et batte fort. Trappes, c'est une ville qui irrigue son bassin, c'est un pôle d'attractivité, c'est une zone de centralité. On a de nombreux équipements sur Trappes qui attirent autour du territoire. Et donc c'est important que Trappes reste vivante au sein de ce territoire et que son cœur vive. Premier projet programmé dans le centre-ville de Trappes, le réaménagement de l'ancienne auberge de l'Étoile d'Or en caféculture. L'État va injecter 290 000 euros. Quand je sors du cinéma où je vais, quand je sortirai du cinéma, je traverserai la place du 8 mai 45 et j'irai prendre un café, un thé, un verre d'eau, peu importe. Et puis ce soir-là, il y a un groupe qui vient jouer de la musique ou il y a un groupe qui vient faire du théâtre, etc. C'est vraiment un lieu culturel que nous en avons au Merisier, nous en avons en Plaine-Neuf, nous n'en avions pas ici. La convention prévoit également une rénovation de l'habitat en centre-ville dans le secteur de la mairie et une aide financière pour les commerçants de la rue Jean Jaurès et de ses alentours afin qu'ils puissent rénover leurs vitrines. Il y a des vitrines qui sont un petit peu anciennes, si je puis dire, et vraiment, c'est pas au goût du jour, quoi. Il faut rénover tout ça. Que les commerçants ne puissent pas le faire seuls, nous le constatons, nous le savons. Avec ce contrat, ils seront aidés. Les premiers aménagements sont prévus à partir de début 2019. Les travaux devraient se terminer dans 6 ans. C'était le rendez-vous majeur de la semaine pour les élus, les représentants des collectivités, l'université des mairies à Port-Marly. Ils étaient près de 1000 à venir échanger lors de tables rondes ou encore de conférences. Vous avez d'ailleurs peut-être suivi notre journée spéciale sur TV78. Bilan de cet événement avec Grégory Canalet et Nicolas Dandry. Ils se sont rassemblés le temps d'une journée. Les maires yvelinois ont participé ce mercredi 10 octobre à l'université des mairies des Yvelines, des communes urbaines et rurales, des diversités de situations, mais une même inquiétude. Au fil des ans, on nous a retiré nos compétences les unes après les autres et on nous demande toujours effectivement encore plus d'efforts avec moins de moyens. Je pense que c'est parce qu'il y a un vrai malaise par rapport aux maires et par rapport à ce que l'on vit avec tout ce que vous savez et qu'on répète régulièrement, mais aussi les charges supplémentaires que l'on nous met sur le dos, voire les responsabilités que l'on nous met sur le dos. Donc tout ça fait que c'est nécessaire de se retrouver. La commune, c'est une petite république dans la grande. D'ailleurs, quand tout va mal, c'est autour du maire et des élus municipaux que les citoyens se retrouvent. Les 262 municipalités yvelinoises peuvent s'appuyer sur le soutien d'autres collectivités comme le département ou la région. Nous sommes, nous, départements déterminés, quoi qu'on veuille faire, à rester le partenaire indispensable de vos communes et d'être toujours là pour tous vos besoins. La région intervient notamment en investissement pour aider les maires à concrétiser leurs projets, mais dans tous les domaines. Donc c'est très important pour moi d'être au contact avec les maires parce que c'est eux qui connaissent les problèmes. Présents lors de cet événement, les partenaires privés, gestion des déchets, de l'énergie ou encore construction de logements. La possibilité notamment pour le maire de Maurepas de faire le point sur un chantier en cours dans la zone Paris-Ouest. Ce projet d'écoquartier, nous le menons avec Kaufmann en grande partie. C'est une vraie mutation et donc on échangeait
à l'instant sur ce beau projet puisque le chantier est en cours et il y a une autre parcelle qui va également muter. Donc voilà, c'est aussi de partager l'avancée des dossiers et de s'assurer que tout va bien. L'objectif étant pour la ville de créer du logement social puisqu'il y avait un déficit sur cette commune, également de pouvoir accueillir des nouveaux habitants sur Maurepas et de proposer un parcours résidentiel aux Maurepasiens, aux jeunes Maurepasiens qui avaient des difficultés à se loger dans le parc existant ancien. Des moments d'échange et de partage, les maires yvelinois se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et lors de ce rendez-vous, Grégory Canalé en a profité pour aller à la rencontre de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui n'hésite pas à se proclamer premier défenseur des élus locaux. Écoutez cet entretien. Avec Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Président du Sénat, avant tout yvelinois. Pourquoi c'est un rendez-vous important chaque année pour vous, cette Université des maires? C'est l'occasion, mais nous le faisons toute l'année. Demain, je serai toute la journée avec mes collègues sénateurs dans le canton de Houdan, vous voyez. Mais rencontrer les maires et puis peut-être un peu occasion de faire le point avec eux. Pour moi, c'était aujourd'hui l'occasion de faire le point, notamment sur l'ensemble des dispositifs du logement, sujet majeur dans notre département, où le besoin de logement réel, mais où aussi la gestion de la loi SRU pose parfois des difficultés inextricables pour les communes. C'est une Yvelinoise qui préside la commission des affaires économiques, Sophie Primas, qui, dans un dialogue avec l'Assemblée nationale, avec des rapporteurs, a permis un certain nombre d'avancées. Notamment, on remet le maire au centre des grandes opérations d'urbanisme. On traite un certain nombre de sujets qui n'étaient pas traités, notamment sur l'habitat insalubre, sur l'expulsion des squats aussi, et enfin sur la loi SRU, on sort du carcan pour les communes hors de l'unité urbaine de Paris, de cette fameuse seuil de 1500 habitants qui était un casse-tête. À Guerville ou à Sonchamp, c'était un vrai casse-tête. On sait que le Sénat a un rôle de représentation des collectivités locales de ces communes. C'est votre voix, vous la faites entendre au niveau national? Je crois savoir qu'on l'a fait entendre et même qu'elle est écoutée. D'autant plus que les relations entre les territoires et l'exécutif sont des relations difficiles. Et je le disais il y a un instant devant mes collègues maires, on doit être aussi ceux qui permettent aux mains de se tendre les uns vers les autres pour apporter des réponses aux collectivités territoriales, baisse des dotations. Ça va faire maintenant la 7e année, des contraintes extrêmement élevées, une responsabilité des maires. Nous présenterons demain nos propositions en matière de statut de l'élu. C'est la délégation aux collectivités locales présidée par un élu alsacien, Jean-Marie Bockel, ancien ministre, qui le fera. Et à la fin du mois, de vraies propositions pour permettre de sortir du blocage d'un certain nombre d'intercommunalités de trop grande taille qui sont paralysées. Voilà. C'est un échelon communal qui est menacé, vous l'avez dit, baisse des dotations de l'État. Pourquoi il faut le défendre? Vous avez été maire, vous, notamment de la commune de Rambouillet. Parce que c'est le cœur de la République, quelle qu'en soit la taille. La commune, c'est une petite république dans la grande. Et alors, quand tout va mal, c'est autour du maire et des élus municipaux que les citoyens se retrouvent. On peut imaginer des organisations nouvelles. Moi, j'étais favorable dès la loi Chevènement à l'intercommunalité, je le demeure. Mais ça ne peut pas être dans la disparition de la commune. Il y a des formes nouvelles d'organisation, c'est qu'ils ne sont pas faciles à mettre en place dans notre département, mais que dans le Grand Ouest, elles rencontrent un grand succès, c'est les communes nouvelles. Il faut être prêt, il faut avoir le désir, il faut avoir envie, il faut que ça parte de la base et que ça ne vienne pas du sommet. Dernière question, on sort juste de cette Université des maires sur les difficultés de la création d'un nouveau gouvernement, on le voit actuellement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, ça appartient au président de la République. Moi, je suis gaulliste. C'est donc le président de la République qui décide de la composition du gouvernement. Ensuite, l'Assemblée nationale aura peut-être à dire la confiance si le Premier ministre démissionne. Moi, je pense qu'il serait utile qu'il repasse par la case confiance parce que je sens beaucoup de défiance dans le pays. Merci Gérard Larcher, président du Sénat. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis les universités des mairies ici à Port-Marly.
Lors de chaque hebdo, nous ouvrons les archives de TV78, les sujets qui ont fait l'actualité locale. Nous remontons le temps, cette fois-ci pour faire escale le 3 octobre 2000. Vous allez voir que les problèmes de circulation à Saint-Quentin-en-Yvelines ne datent pas d'hier, alors que le ton monte aujourd'hui entre les élus de Magny-les-Hameaux et de Voisins-le-Bretonneux pour savoir où faire passer les véhicules. Leurs prédécesseurs étaient déjà confrontés à ce problème. En cause, une voie, le CV7, qui relie Montigny-le-Bretonneux à Magny-les-Hameaux. Pour des raisons de sécurité, le maire de l'époque, Nicolas Abou, maire de Montigny, ferme la circulation. Elle ne sera finalement rouverte que dans un sens des années plus tard. Cette petite route de campagne est au cœur de la polémique entre Magny-les-Hameaux et Montigny-le-Bretonneux. Baptisée CV7, autrement dit chemin vicinal, sa vocation première était rurale et agricole. Depuis quelque temps, le trafic automobile s'est intensifié et cette route qui relie les deux communes sert de raccourci pour atteindre la ville nouvelle. Colère de Nicolas Abou qui décide avant l'été de fermer le CV7. On voit bien que c'est complètement insupportable quand on sait qu'on a 1000 élèves au collège Saint-François d'Assise qui est juste à l'angle. On a l'école d'Audet, on a le collège de la Coule avec encore 500 élèves. On voit bien qu'on ne peut pas dévier le trafic d'une départementale par un chemin rural et l'amener en pleine zone urbaine dense sans qu'il y ait des risques majeurs pour tout le monde. Un comptage des voitures est alors organisé début septembre. 2500 véhicules empruntent chaque jour le CV7. 60% viennent de Magny-les-Hameaux, un quart de la vallée de Chevreuse. L'affaire se poursuit en préfecture avec une première réunion de conciliation. Le préfet a fait savoir que la fermeture ne se justifiait pas. Il y avait besoin encore de travailler. J'ai fait moi savoir que, de toute évidence, les problèmes de circulation existaient sur toutes les communes. Et que bien évidemment, s'il fallait chercher, c'est à fluidifier la circulation et certainement pas donc à fermer des voies. Quand on amène le bordel chez les autres, on est gêné quand on ne peut plus le faire, mais c'est tout. Mais donc ma position, c'est qu'ils ne soient pas contents de pouvoir mettre la panique chez nous, ne me touche absolument pas. Ça fait un peu foutoir, mais la solution pour une commune, lorsqu'on rencontre des problèmes liés à ces problèmes qu'on a créés en quelque sorte, en créant les aménagements qu'ils sont, je ne les critique pas. Il y a un certain succès, tant mieux pour la commune de Montigny, mais c'est pas en fermant la porte aux autres que les choses se régleront. Nous avons des vitesses excessives, nous avons le stop n'est jamais respecté devant Saint-François, jamais. Et en plus, on observe que du côté voisin, la voie E2 Sud, qui est le prolongement du CD 91, est vide. Donc nous ne comprenons pas pourquoi on veut absolument nous faire supporter un tel trafic et de tels risques, alors qu'il y a une voie qui a été faite pour ça et qui n'est pas utilisée. Troisième protagoniste, le maire de Voisins, contacté par la rédaction, qui préfère ne pas répondre avant la deuxième réunion de conciliation prévue mi-octobre dans le bureau du préfet. En attendant, le CV7 sera fermé à la fin du mois pour des travaux programmés de longue date. On passe au résumé de la semaine avec tout d'abord le premier salon de la parentalité et du bien-être. Avoir un enfant est une étape importante dans une vie, mais aussi un bouleversement pour les parents. Ce salon devait répondre aux inquiétudes. Chant prénatal, coach pour parents, réflexologie, sophrologie, tels étaient les stands présents à l'occasion du premier salon de la parentalité et du bien-être à Trappes. Il est organisé par ACALI, l'association des créateurs de liens intergénérationnels, en collaboration avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Le parent parfait n'existe pas, mais par contre le parent est tous les jours confronté à des questionnements, des doutes, des difficultés, des joies, des peines qui le confrontent à ses propres limites et du coup savoir qu'il peut être soutenu dans ses actions au quotidien avec ses enfants, ça peut être très aidant pour lui. Encore faut-il qu'il sache vers qui se retourner, d'où l'utilité de ce salon pour nous faire connaître auprès de lui. Lors de ce salon, divers professionnels de soutien à la parentalité et du bien-être sont présents pour répondre aux difficultés et questions des parents. C'est plutôt vraiment revoir qu'est-ce que moi je fais qui a une incidence sur le comportement de l'enfant. Est-ce que je ne suis pas en train d'empirer la situation quand l'enfant vit des difficultés? Et donc qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'adulte pour améliorer la relation et surtout le comportement finalement de l'enfant? Des ateliers étaient organisés afin de permettre une découverte concrète de certaines techniques ou pratiques. L'idée, c'est de rentrer en communication avec son enfant déjà in utero, puis ensuite quand il est né et plus tard
quand il grandit en fait via la musique et le toucher. L'association Akali espère pouvoir renouveler cette expérience l'année prochaine avec un deuxième salon. La semaine bleue intercommunale des seniors vient de se tenir pour Elancourt, Maurepas et Coignères. À cette occasion, une animation à la salle des fêtes de Maurepas sur le thème de la sécurité routière a été proposée aux plus de 65 ans. Avec l'âge et malgré une longue expérience de la conduite, le taux de mortalité des seniors a augmenté de 18%. Reportage Manon Varaldo. Avec l'avancée de l'âge, il est important de rappeler certaines règles sur les dangers de la route. Les seniors ont participé à divers ateliers, simulateurs de voiture, actualisation des connaissances du code de la route, gestes qui sauvent ou encore parcours lunettes alcool. On est vraiment très mal. Je n'ai pas bu, je ne bois pas régulièrement et j'avais l'impression d'être sur un bateau. Des pompiers, des spécialistes de la police nationale et de la sécurité routière ont échangé avec les seniors. L'ambiance était détendue, pourtant l'enjeu était de taille. Véhiculer des messages adaptés aux seniors de plus en plus touchés. Le taux de mortalité sur la route chez les seniors a fortement augmenté dans le département ces dernières années. On est passé à plus 18% en quelques années et surtout pour les plus de 75 ans. Les responsables de la sécurité routière souhaitent sensibiliser les seniors sur leur capacité à prévenir d'éventuelles difficultés. On a eu beaucoup d'accidents de seniors piétons. Ce sont des accidents où en fait un senior s'était engagé sur la chaussée et n'a pas fait attention à un poids lourd et s'est retrouvé dans l'angle mort du poids lourd et le poids lourd l'a écrasé. Du coup, ça c'est un message à faire passer effectivement, dire aux piétons, pas qu'aux seniors. Attention aux poids lourds, ils n'ont pas les mêmes champs de vision qu'une automobile et donc ils peuvent ne pas vous voir quand vous êtes sur la chaussée. Cette action originale a retenu l'attention des principaux intéressés. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Je trouve que c'est très intéressant parce que quand on vieillit, on n'est pas aux dernières nouvelles au point de vue code de la route, surtout au point de vue performance. Ça fait du bien de se remettre en question. Des informations complémentaires sur les dangers de la route sont à retrouver sur le site internet de la sécurité routière. Du sport avec du cyclisme sur piste, la Fédération française a dévoilé jeudi dernier les pistards qui vont participer à la Coupe du Monde au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines les 19, 20 et 21 octobre prochains. Les spectateurs pourront voir sur la piste les multiples champions du monde, François Pervy, Grégory Boget ou encore la future pépite Mathilde Gros. Reportage Mickaël Elmidoro, Patrick Jacques de Dixmude. Les pistards de l'équipe de France étaient sous les feux des projecteurs ce jeudi 4 octobre. La fédération a dévoilé officiellement les noms des sportifs qui participeront à l'étape de Coupe du Monde organisée du 19 au 21 octobre au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Donc vous pouvez voir que dans l'équipe de France, il y a des coureurs expérimentés qui ont déjà participé à plusieurs Jeux Olympiques, plusieurs championnats du monde, et puis des jeunes. Donc ça, c'est également vrai en endurance, notamment chez les filles. Donc on doit essayer de scorer dans toutes les disciplines, ce qui est possible, oui. Dans les anciens, on notera le retour de Grégory Boget, 9 fois champion du monde, et la présence de l'Ignemontain François Pervis, 7 fois couronné au niveau mondial. Ce dernier nourrit de grandes ambitions sur cette compétition à 33 ans. Et faut pas se louper puisque dans 2 ans il va falloir avoir assez de points pour avoir tous les quotas au niveau des Jeux Olympiques, donc c'est très important. La nouvelle génération sera quant à elle symbolisée par 2 visages, Sébastien Vigier, 21 ans et Mathilde Gros, 19 ans. Cette dernière va endosser le rôle de favorite sur cette compétition à domicile après un titre européen cet été. C'est énorme. Pour moi, ça va être la première fois que je vis une grosse compétition ici à domicile. Donc voilà, va falloir essayer de pas trop se mettre la pression. Ça va être une chose nouvelle pour moi. On va voir comment je réagis. J'espère que ça se passera bien et j'espère que en tout cas, j'aurai une belle médaille pour mes amis et ma famille. Cette équipe de France devrait se produire devant plus de 10 000 spectateurs sur ces 3 jours de compétition au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Toujours en tête des meilleures ventes de livres, la romancière Amélie Nothomb aime aller à la rencontre de ses lecteurs et lectrices. Mercredi soir, elle était à la librairie, le pavé du Canal à Montigny, le Bretonneux. De nombreux fans yvelinois ont fait le déplacement. Ça me touche. Après l'émotion du livre, l'émotion de la rencontre. Amélie Nothomb écrit un livre par an depuis 1992, des romans toujours très attendus par ses fans. Cette Vendéenne fait ses études à l'université Versailles-Saint-Quentin. Elle attendait de rencontrer son auteur préféré depuis longtemps. Pour l'occasion, elle lui a même écrit une lettre.
C'est vraiment quelque chose de très touchant. Elle prend le temps de nous comprendre, de nous appeler par nos prénoms. Ça se voit que c'est pas du tout mécanique. C'est vraiment une très belle personne qui écrit de très beaux livres. Donc pour tous ceux qui la connaissent pas, il faut connaître Amélie Nothomb. Tous apprécient son univers original et son écriture soignée. Ils étaient nombreux à patienter pour une dédicace et quelques minutes d'échange avec l'auteur. Tout d'abord, c'est parfaitement écrit. On voit qu'il maîtrise parfaitement la langue française. On n'a pas fait des études de philologie pour rien. Et puis, c'est un pur bonheur. Elle est super. Elle est adorable. Elle est très, très proche visiblement de ses lecteurs. Et c'est très agréable. Une rencontre tout aussi appréciée de l'autre côté de la table. Amélie Nothomb n'était pas revenue à Saint-Quentin en Yvelines depuis 3 ans. Elle y a trouvé un accueil très chaleureux. Vous savez, quand on écrit, et quand on écrit au degré où j'écris, on est terriblement seul forcément, et on ne sait pas si ce qu'on écrit a un sens, et on sait encore moins qui se cache de l'autre côté du papier. Alors le moment où on découvre, c'est le moment de vérité maintenant, c'est le moment où on découvre qui se cache de l'autre côté du papier, croyez-moi, c'est bouleversant. Son dernier roman, Les Prénoms d'Épicène, est sorti le 22 août dernier et s'est classé directement en tête des ventes de la rentrée littéraire. Et puisque l'on parle littérature, évoquons le prix Goncourt, l'un des plus prestigieux prix remis en France, un prix qui se décline maintenant à destination des lycéens. Depuis 1988, des élèves âgés de 15 à 18 ans lisent, étudient des ouvrages sélectionnés. Cette année, c'est une classe de seconde du lycée de la Plaine de Nauf, la Trappe, qui fait partie du jury. Marilène Yapichino. 15 romans, plus de 4000 pages à lire en 2 mois. Cette seconde du lycée de la Plaine de Naufle ne chôme pas depuis la rentrée. Elle participe au prix Goncourt des lycéens avec leur professeur de lettres. Pour une fois, la lecture, ça sort du cadre scolaire, de la lecture analytique, de la lecture linéaire, du commentaire composé, tout ça, c'est autre chose. L'idée, c'est de retrouver une forme de liberté par rapport au livre. Parce que souvent, il est vécu dans la scolarité comme étant une forme de contrainte. Le 15 novembre, un lauréat recevra le prix. Avant, il faut lire, découvrir de nouvelles techniques de lecture, échange avec leurs professeurs et organisation de l'emploi du temps. Je lis surtout le mercredi, après-midi, parce qu'on n'a pas cours. Le samedi aussi et le dimanche. Du coup, ça me prend mes week-ends. Et c'est pas grave, c'est quand on aura fini, on sera content. Je me suis relié avec mon camarade. En groupe de 2, on lit les livres, les 15 livres. On lit pas comme si on lisait un livre normalement, en fait. On lit vite et on peut sauter des paragraphes ou des passages ou des pages. Pour les aider dans leur choix, les 30 trappistes ont pu rencontrer les auteurs. Durant une journée sur Paris, ils ont pu poser des questions lors de conférences. D'enrichir ma culture déjà, savoir aussi, du coup, quand je lis un livre, je me poserai différentes questions, des questions que je ne me suis pas forcément posées avant. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on pouvait voir leur esprit, en fait, ce qu'ils pensaient vraiment en écrivant leurs livres, et c'était intéressant du coup. Ça n'a rien à voir avec les rencontres avec les adultes, ils sont beaucoup plus spontanés, ils disent vraiment ce qu'ils pensent et tout, donc je trouve ça super. Encore un mois de lecture avant de devoir faire un choix. Avec le prix Goncourt des lycéens, certains élèves ont renforcé leur amour de la lecture, d'autres l'ont découvert. Chaque semaine, nos confrères de Via Grand Paris reviennent sur l'actualité en Ile-de-France. Aujourd'hui, focus sur la course au municipal qui s'engage aussi à Paris et l'heure du bilan pour Anne Hidalgo. À 1 an et demi des municipales à Paris, Anne Hidalgo commence à faire le bilan de son mandat dans son livre Respirer. Sur la pollution, le premier acte fort se joue en août 2016. Les voies sur berge deviennent piétonnes et interdites à la circulation. Applaudissements des écolos, colère des associations d'automobilistes. Le bilan reste mitigé selon un rapport d'Air Paris. Sur les 3,5 km de quais bas, la qualité de l'air s'améliore. La pollution s'aggrave sur les carrefours des quais hauts et sur les itinéraires de report. Autre piste pour rendre l'air plus respirable dans la capitale, elle est radicale, retirer de la circulation les véhicules polluants. La maire de Paris précise son calendrier. Fin du diesel à Paris en 2024, ça sera 2030 pour les véhicules thermiques. Même si lui ne pollue pas, il s'est fait attendre des Parisiens. Premier trimestre 2018, déploiement raté pour le nouveau Vélib. La promesse d'un tiers de vélos à assistance électrique est séduisante, mais faut-il encore les trouver ? Avant l'été, Anne Hidalgo hausse le ton. La résiliation du contrat avec le nouveau prestataire est envisagée. En septembre, la situation s'améliore. 823 stations sont aujourd'hui opérationnelles. Loin encore des 1200 annoncés sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
Autre dossier qui pollue l'été de la maire de Paris, les Autolib électriques rentrent au garage en juillet dernier. La mairie résilie son contrat avec Bolloré après 12 ans de service. Mais la voiture en libre service à Paris n'est pas morte. Solution de rechange, l'autopartage, avec de nouveaux opérateurs privés. Mais qui dit voiture même partagée dit pollution. Et si la solution, c'était les transports gratuits pour tous à Paris? C'est le nouveau sujet de débat lancé par Anne Hidalgo. La maire de Paris a commandé un rapport à 3 de ses adjoints. C'est la fin de cet hebdo. Retour du journal lundi à 18h avec Grégory Canalet. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur notre site internet, notre application mobile et sur les réseaux sociaux. Très bon week-end.